je suis Martin Liederman, cofondateur de l'organisation One World, One Vision. Il y a plus de 10 ans, mon associé et moi-même, lors d'une mission chirurgicale au Belize, avons fondé One World, One Vision afin de former des ophtalmologues locaux et d'étendre ainsi notre champ d'action. Nous avons réussi et depuis, notre organisation s'est rendue dans de nombreux pays et a démontré le succès de nos idées. Nous avons ajouté des anesthésistes et des intensivistes pédiatriques à la mission afin de former des médecins locaux et de rendre l'expérience chirurgicale de nos patients plus sûre. Depuis, nous avons réalisé que le paradigme d'un patient, d'un étudiant et d'un chirurgien, bien qu'efficace, ne pouvait pas répondre aux besoins. Des dizaines de millions d'enfants et d'adultes souffrent de strabisme et d'amblyopie. Nous avons donc décidé de soutenir et de promouvoir un cours vidéo sur le strabisme et l'amblyopie et avons demandé au Dr Bert Kouchner d'élaborer un programme d'études et de recruter des experts internationaux pour donner des conférences. Nous avons stipulé que le cours devait être traduit en plusieurs langues et distribué gratuitement dans le monde entier aux chirurgiens ophtalmologistes. Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos anciens patients et amis qui ont apporté le soutien financier nécessaire pour que notre rêve devienne réalité. Nous sommes ravis que le Dr Kouchner ait accepté de relever le défi et nous espérons que vous trouverez les conférences à la fois stimulantes et éducatives et que vous les partagerez avec vos collègues et vos étudiants. Ainsi, sans plus attendre, je vous présente le Dr Bert Kouchner. Bienvenue à ce cours complet « Un monde, une vision » sur le strabisme et à la conférence d'aujourd'hui sur la torsion. Si vous êtes nouveau dans cette série, je suis heureux que vous l'essayiez. Si vous êtes un ancien téléspectateur, soyez le bienvenu. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le Dr Stacy Pinellis comme conférencière. Le Dr Pinellis est professeur à l'UCLA Joel Stein Eye Institute, où elle est également directrice du programme de résidence. Récemment, elle a été nommée présidente élue du PDIC, le consortium de plus d'une centaine de sites qui réalise des essais collaboratifs en ophtalmologie pédiatrique et en strabisme. Le fait qu'elle ait été nommée à ce poste en dit long sur la haute opinion que ses collègues ont de son intelligence et de sa rigueur scientifique. Je considère le Dr Pinellis comme l'une des étoiles les plus brillantes de notre domaine. Elle fait preuve d'une grande perspicacité et est une clinicienne pratique et innovante. Et lorsque le Dr Pinellis parle, les gens écoutent. Et c'est exactement ce que vous allez avoir l'occasion de faire lorsque je laisserai la parole au Dr Stacy Pinellis. Merci beaucoup, Dr Kouchner. J'apprécie vraiment l'occasion qui m'est donnée d'être ici. Aujourd'hui, je vais parler de la torsion dans le cadre du cours complet « Un monde, une vision » sur le strabisme. Définissons d'abord le strabisme de torsion. Le strabisme de torsion se produit lorsque l'œil est tourné anormalement autour de l'axe visuel. On parle d'intorsion lorsque l'heure de midi est tournée vers le nez et d'extorsion lorsque l'heure de midi est tournée vers la tempe. Vous pouvez voir à quoi ressembleraient les images du fond d'œil sur ces photos. Il existe deux définitions importantes lorsque l'on parle de torsion. L'une est la torsion objective ou anatomique, l'autre est la torsion subjective. Examinons donc ces deux termes. On parle de torsion objective ou anatomique lorsqu'il y a une rotation observable autour de l'axe visuel. En tant qu'examinateur, vous regarderez le fond d'œil et constaterez qu'il y a une rotation réelle. Ce phénomène peut être vu avec une IRM de l'orbite. On parle de torsion subjective lorsque le patient perçoit une rotation de l'axe visuel. Il dit que l'image qu'il voit de cet œil est tournée. Cela peut être associé ou non à une torsion objective. Et il est très important de différencier dans votre esprit de traitant si le patient présente ou non une torsion objective ou subjective. Il y a aussi la position de torsion et le mouvement de torsion. La position de torsion de l'œil correspond à la position de torsion au repos. Ainsi, si un patient est assis en train de vous regarder et qu'il voit l'une des images inclinées,
ou si vous êtes assis en train de le regarder et que vous voyez son fond d'œil tourner. Il s'agit alors de sa position de torsion. Par exemple, un patient souffrant d'une paralysie de l'oblique supérieur qui présente un état constant d'excyclotorsion au repos. Des mouvements de torsion peuvent représenter des rotations de torsion anormales pendant les mouvements oculaires. Un exemple serait une déviation verticale dissociée. Le patient peut ne pas avoir de torsion au repos, mais lorsque le DVD se produit, l'œil tourne avec torsion. Un mouvement de torsion est donc différent de la position de torsion au repos. Ce ne sont là que quelques termes qu'il est important de comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours. Lorsque nous parlons de torsion anatomique, nous avons besoin d'un moyen ou d'une instrumentation pour la mesurer. Il est difficile de mesurer la torsion, mais nous pouvons en faire un estimé en comparant la position relative du nerf optique et de la fovea. Si l'on trace une ligne horizontale de la fovea au nerf optique, elle doit croiser celui-ci croisé dans le tiers inférieur du nerf. Si vous regardez avec un ophtalmoscope indirect où tout est inversé, vous verrez que le X dans cette image définit la fovea et qu'une ligne droite partant de cette position devrait croiser le tiers inférieur ou, dans l'ophtalmoscope indirect, le tiers supérieur du nerf optique. Ensuite, chaque point vers l'extorsion ou la torsion est plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4. Il est difficile d'évaluer cela chez une personne simplement durant l'examen, mais on peut le faire un peu plus facilement en utilisant la photographie du fond d'œil. Lorsqu'on parle de torsion subjective, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder le fond d'œil et de le mesurer, mais qu'en plus qu'on demande au patient ce qu'il voit, plusieurs tests peuvent être utilisés. Le test le moins dissociatif est la lentille de Bagolini, dont la figure ci-contre montre l'aspect. Les lentilles de Bagolini sont des lentilles transparentes avec une gravure qui produit un trait de lumière à 90 degrés opposé à la marque de la gravure. Pour effectuer ce test, il faut orienter les stries à 90 ou 180 degrés, de manière à ce qu'elles soient droites, horizontales ou verticales, puis demander au patient de faire pivoter les stries jusqu'à ce qu'elles se superposent. Si le patient souffre d'un strabisme horizontal ou vertical, il faut parfois placer un prisme pour que les deux lignes se superposent sur un axe horizontal et vertical. Si le patient doit faire pivoter l'une des lentilles pour la superposer à l'autre, cela signifie qu'il présente une torsion subjective. Un test légèrement plus dissociant est le double bâtonnet de Maddox. Ce test utilise des bâtonnets de Maddox, des lentilles qui permettent au patient de voir un trait de lumière lorsqu'une lumière est visualisée à travers les lentilles. Deux bâtonnets de Maddox ou double bâtonnet de Maddox sont donc placés devant les yeux du patient à la verticale, ce qui permet au patient de voir des lignes horizontales de chaque côté. Il peut être nécessaire d'utiliser un prisme pour superposer les lignes. Puis, comme pour le test de Bagolini, on demande au patient de tourner une lentille jusqu'à ce que les lignes vues soient parallèles ou superposées. Nous utilisons deux lentilles de couleurs différentes pour que les patients puissent décrire le rouge et le vert ou le rouge et le blanc. Souvent, ils localisent la torsion sur la lentille rouge. Il est donc utile de faire ce test 2 fois, une fois avec la lentille rouge sur l'œil droit, puis une fois avec la lentille rouge sur l'œil gauche. Voici un exemple de ce qu'un patient peut voir avec les doubles bâtonnets de Maddox. Avec l'œil droit qui a la lentille rouge, il verra la ligne inclinée dans cette direction pour l'excyclotorsion et l'inverse pour l'incyclotorsion. Il en va de même pour la lentille verte de l'œil gauche. S'ils voient une ligne horizontale et une ligne inclinée, ils vous disent de quelle couleur il s'agit et vous leur demandez de faire tourner cette ligne, puis sur le support de la monture d'essai de la lentille, vous pouvez voir l'importance de la torsion en degrés. C'est la torsion subjective. Le test rouge-vert de Lancaster requiert une expertise plus technique. Il s'agit d'un diagramme des déviations horizontales, verticales et de torsion dans 9 positions du regard. Il faut avoir une bonne vision des 2 yeux pour faire ce test, et il faut qu'un technicien éclaire chacune des 9 positions du regard, puis que le patient aligne une deuxième lumière sur la ligne du technicien, et vous pouvez voir dans l'exemple ici, dans le coin inférieur droit de la diapositive, que ce patient avait une déviation horizontale en torsion, qui était pire dans le regard vers le bas.
Enfin, le synoptophore est un autre test qui nécessite de l'équipement et de l'expertise, mais on demande aux patients de regarder dans le synoptophore avec chaque œil, regardant l'un de ces tubes, et on utilise des diapositives pour les placer de chaque côté, et on demande aux patients de fusionner l'image. Dans l'exemple que j'ai montré ici, il y a une maison avec un oiseau jaune d'un côté et un oiseau rouge de l'autre. Si le patient fusionne l'image, il voit la maison avec les deux oiseaux. Cependant, s'il souffre de diplopie torsionnelle, il peut voir les images superposées avec une certaine torsion. Et le synoptophore peut donc être utilisé comme un prisme pour les déviations horizontales et verticales. Le synoptophore peut être utilisé pour introduire une correction de torsion, jusqu'à ce que le patient puisse fusionner. Torsion subjective. Pour ce qui est de la torsion objective ou anatomique, nous avons parlé de la photographie du fond d'œil et de l'ophtalmoscopie indirecte. Rappelons que pour l'ophtalmoscopie indirecte, les images sont inversées. Une ligne passant par la fovea passera par le tiers supérieur du disque en ophtalmoscopie indirecte, et David Guiton a publié un système de classification que certaines personnes ont utilisé pour quantifier la torsion. Il s'agit d'une illustration du fond d'œil droit en vue indirecte, présentée plus tôt dans l'exposé. Vous pouvez voir que le X est placé à la fovea. Une ligne passant par ce X jusqu'au nerf optique coupe avec le tiers supérieur du nerf optique dans la vue indirecte et chaque huitième de diamètre de disque à partir de cette position, à partir de ce tiers supérieur, est un autre plus de torsion. Donc, si vous êtes un huitième de dioptrie au-dessus de l'aspect supérieur du nerf optique dans la vue indirecte, c'est plus d'exiclo. Ce type de mesure et de classement est à mon avis plus facile sur les photos du fond d'œil, en particulier chez les jeunes enfants et même les adultes, car il est difficile de mesurer le diamètre d'un huitième de disque chez une personne vivante dont les yeux bougent. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'IRM peut également être utilisé pour objectiver une torsion anatomique. L'imagerie dite quasi-coronale est la meilleure pour examiner la position des muscles droits, et vous pouvez voir ici que ces deux orbites démontrent une exiclorotation. Passons maintenant à l'étiologie de la torsion. J'ai dressé une liste des étiologies les plus courantes de la torsion. Il s'agit du strabisme infantile cyclovertical, des troubles des muscles extraoculaires, des troubles neurologiques et des troubles de l'orbite. Les trois types de parésie des muscles extraoculaires et leurs nerfs crâniens peuvent toutes provoquer une torsion. Dans le cas d'une paralysie du troisième nerf crânien, on observe le plus souvent une intorsion, ou bien aussi une exiclotorsion. Cela dépend des muscles impliqués. Cela dépend des muscles concernés. Dans le cas d'une paralysie du troisième nerf crânien de division inférieure, on observe souvent une atteinte de l'oblique inférieur et du droit inférieur, et dans ce cas, on observe une intorsion. Cependant, en cas de paralysie de la division supérieure du troisième nerf, il est possible d'avoir une exiclotorsion si l'on a une parésie du droit supérieur. La torsion dans le cas d'une paralysie du troisième nerf dépend donc de la division ou du degré d'atteinte de chaque muscle. La torsion classique causée par une paralysie du nerf crânien est celle de la paralysie du quatrième nerf crânien. Nous savons que le muscle oblique supérieur est un entorteur. Et les patients souffrant d'une paralysie de l'oblique supérieur présentent donc une torsion en EX. En général, s'il s'agit d'une paralysie unilatérale, l'exiclotorsion est d'environ 10 degrés ou moins. Si le patient présente plus de 10 degrés, il faut commencer à se demander s'il ne s'agit pas d'une paralysie bilatérale. La torsion est souvent pire dans le regard vers le bas, et les paralysies du quatrième nerf sont parfois confondues avec des skew-déviations. Et la torsion n'est pas toujours utile parce que les skew-déviations peuvent aussi causer une torsion, soit une exiclo, soit une incyclotorsion. Parlons maintenant du strabisme restrictif. Voici quelques-unes des causes de strabisme restrictif qui peuvent être associées à une torsion. La maladie orbitaire thyroïdienne affecte fréquemment le droit inférieur, de sorte que le type de torsion le plus courant dans cette pathologie est l'exiclotorsion. Le syndrome de Brown se caractérise par un oblique supérieur serré. Souvent, ces patients n'ont pas beaucoup de torsion en position primaire, mais lorsqu'ils essaient de regarder vers le haut, ils ont une intorsion. Ensuite, la chirurgie oculaire peut également être associée à des complications qui provoquent des torsions.
Lorsque les patients subissent une anesthésie rétrobulbaire, il peut y avoir une myotoxicité locale, en particulier au niveau du muscle droit inférieur, ce qui peut entraîner une faiblesse ou une tension, et cela peut provoquer une torsion soit en incyclo ou en excyclotorsion. Enfin, la chirurgie oculaire, comme les boucles sclérales et les valves de glaucome, peut provoquer une torsion dans l'une ou l'autre direction, en fonction des muscles cicatrisés ou tendus par l'intervention. En ce qui concerne les traumatismes, la cause la plus fréquente de traumatisme orbitaire oculaire provoquant une torsion est une fracture de l'orbite, qui entraîne le plus souvent une contraction du droit inférieur par piégeage, ce qui provoque une excyclotorsion. En outre, il peut y avoir une torsion oculaire congénitale due à des anomalies anatomiques, telles que les syndromes crânio-faciaux. Le plus souvent, les syndromes crânio-faciaux et la craniosynostose sont associés à l'excycotorsion, due à des dysplasies orbitaires, à des muscles manquants ou à d'autres anomalies qui créent une torsion. De même, les malformations de l'orbite peuvent entraîner un déplacement de la trochlée, ce qui peut également provoquer une torsion en fonction du placement anormal de la trochlée. Quand faut-il traiter la torsion? Nous avons beaucoup parlé de la façon de la mesurer et de ses causes. La principale indication pour traiter la torsion est lorsque le patient perçoit une torsion subjective. Si je regarde le fond d'œil d'un patient et que je vois une torsion objective, mais que le patient n'en voit pas, il n'y a aucune raison de la traiter. Cependant, si un patient a une torsion subjective, on s'attend en général à rencontrer une diplopie torsionnelle au-delà de 7 degrés de torsion objective. C'est à ce moment où l'on doit traiter. Il peut également être approprié de traiter la torsion dans le cadre d'un plan de traitement d'un schéma de motilité si l'on craint que le traitement que l'on va effectuer aggravera la torsion déjà présente en exposant le patient à un risque de torsion subjective. Ainsi, si un patient n'a pas de diplopie torsionnelle, mais que l'intervention chirurgicale risque d'induire plus de torsion qu'il a déjà dans cette même direction, c'est une autre raison de traiter la torsion. Il est important, avant d'opérer ces patients, d'utiliser le synoptophore et de s'assurer que le patient peut réellement fusionner avec torsion corrigée. Nous ne voulons pas promettre ou dire à un patient qu'il ne verra qu'une seule personne après l'opération si la fusion est perturbée, ce qui exclurait le bénéfice du traitement de la torsion subjective. Enfin, je voudrais parler de la manière dont nous traitons la torsion. La première étape du traitement de la torsion et de la chirurgie consiste à effectuer un test de duction forcée. Nous savons que lorsque nous effectuons un test de duction forcée sur les muscles droits, nous devons le faire en premier et nous essayons de garder le globe en proptose afin d'étirer les muscles. Cependant, lorsque nous effectuons un test de duction forcée des muscles obliques, nous voulons en fait enfoncer un peu le globe dans l'orbite pour exercer une traction exagérée sur les muscles obliques. Il y aura une vidéo dans une autre conférence intitulée « Stratégie de réopération » et aussi strabisme vertical qui vous montrera comment faire ce test. Mais en résumé, il s'agit d'enfoncer le globe et de le faire pivoter. Pour l'oblique supérieur, vous allez saisir la conjonctive nasale et faire pivoter l'œil dans le sens nasal puis supranasal pour sentir s'il y a une bosse due à un oblique supérieur serré. Pour l'oblique inférieur, vous allez saisir l'œil inférieur et le déplacer de l'infranasal à la temporale. Parlons de 3 interventions chirurgicales différentes que l'on peut pratiquer sur l'oblique supérieur pour traiter la torsion. La première est le redressement de l'oblique supérieur. Elle est utile pour les patients présentant une sous-action sévère de l'oblique supérieur, y compris des anomalies verticales et de torsion. Elle est particulièrement utile chez les patients dont les déviations sont plus importantes dans le regard vers le bas et ipsilatéral. Elle peut corriger jusqu'à 12 degrés de torsion et 15 dioptries de prisme de déviation verticale. J'ai ici une photo dans le coin inférieur droit qui montre une plicature, un plissement de l'oblique supérieur. Le droit supérieur est étiqueté et l'oblique supérieur a déjà été replié sur lui-même avec 2 sutures qui maintiennent les côtés. Les pinces maintiennent l'oblique supérieur replié. Lors de ce type d'intervention, il est très important de faire un nœud temporaire avec les sutures jusqu'à ce que l'on puisse répéter la duction forcée et placer le muscle dans une position que l'on estime bonne pour le patient. Il ne faut jamais attacher les sutures de façon permanente lors de la première manœuvre de plicature, car elle peut ne pas être assez serrée ou l'être trop. Une alternative à l'applicature du muscle oblique supérieur consiste à réséquer le muscle oblique supérieur au niveau de son insertion. L'inconvénient de cette procédure est qu'elle a tendance à se relâcher,
mais il est moins probable qu'il soit aussi fort qu'une plicature ou plissement et qu'il provoque un syndrome de Brown iatrogène. Je voudrais maintenant passer à l'intervention de Hirata Ito, qui est utile chez les patients souffrant d'excyclotorsion, mais qui ont peu de strabisme vertical. Contrairement au plissement, qui corrige à la fois la torsion et la déviation verticale et dont la chirurgie est très puissante, le Hirata Ito peut être plus indulgent car il ne travaille que sur les fibres de torsion du muscle. Rappelons que les fibres antérieures de l'oblique supérieur sont les fibres de torsion et que les fibres postérieures sont celles qui agissent verticalement. Cette chirurgie consiste donc à séparer les fibres antérieures des fibres postérieures, puis à déplacer les fibres antérieures vers l'avant en direction du droit latéral afin de provoquer une encyclotorsion de l'œil. Elle peut corriger jusqu'à une dizaine de degrés de torsion, mais elle a tendance à se relâcher et il est donc recommandé de procéder à une surcorrection dans un premier temps. Voici une photo d'un Hirata Ito terminé. Vous pouvez voir ici les fibres obliques supérieures antérieures étiquetées SO, et elles sont suturées environ 8 mm en arrière du rebord du droit latéral. Une chose intéressante que l'on peut faire avec l'Hirata Ito est d'utiliser la position dans laquelle on place l'oblique supérieur pour corriger de petites déviations verticales. Ainsi, si vous déplacez l'oblique supérieur vers le droit latéral, mais aussi vers l'avant, il se peut que l'oblique supérieur abandonne un peu l'action dépressive de ses fibres et tire un peu l'œil vers le haut. On peut donc le déplacer vers l'avant en cas de petite hypotropie, mais l'objectif principal est de traiter la torsion. Une alternative au Hirata Ito que nous pratiquons un peu plus ici à l'UCLA est ce que nous appelons un repli modifié de l'oblique supérieur antérieur, où l'on divise les fibres comme on le fait avec le Hirata Ito. C'est ce que l'on voit sur le panneau du haut, les 3 photos du haut. Ensuite, on procède à un repli sur les fibres antérieures. Il s'agit donc d'une combinaison d'un repli de l'oblique supérieur et d'un Hirata Ito, où le repli est effectué uniquement sur les fibres antérieures. L'avantage de cette procédure est qu'il n'est pas nécessaire de placer les sutures si loin en arrière sur les muscles droits latéraux, ce qui peut être un peu dangereux dans cette sclère mince. Je vais maintenant parler de 2 procédures pour l'affaiblissement de l'oblique supérieur. C'est le cas lorsque l'oblique supérieur est trop serré et que les patients ont une encyclotorsion. La première est une ténectomie antérieure de l'oblique supérieur, utile en cas d'encyclo sans déviation verticale. C'est un peu comme un Hirata Ito, mais dans sens inverse. Ici, vous allez diviser l'oblique supérieur en fibres antérieures et postérieures. Et au lieu de les avancer vers le droit latéral comme dans un Hirata Ito, vous allez retirer ces fibres et laisser les fibres verticales intactes. Il s'agit donc d'une intervention chirurgicale assez sûre et facile à réaliser. Et si l'on retire ces fibres de torsion, on peut corriger jusqu'à 5 ou 6 degrés d'encyclotorsion. Le rallongement de l'oblique supérieur est une intervention beaucoup plus puissante et beaucoup plus risquée. Une autre version est la resection de l'oblique supérieur. Le rallongement de l'oblique supérieur est utilisé lorsque l'encyclotorsion s'accompagne d'une déviation verticale. On utilise un matériau, soit une suture, une bande de silicone ou un autre matériau qui peut être suturé entre les parties sectionnées de l'oblique supérieur afin d'allonger le tendon. Là encore, on utilise des sutures ajustables pendant que le patient est sous sédation, ce qui permet de répéter l'adduction forcée jusqu'à ce que l'on soit satisfait du résultat. Voilà donc les 5 types de chirurgie du muscle oblique supérieur que nous pratiquons pour les torsions. Je vais maintenant passer aux interventions sur l'oblique inférieur, qui sont la récession de l'oblique inférieur, la myectomie et la transposition. Les récessions et myectomies de l'oblique inférieur sont indiquées en cas d'excyclotorsion et d'hypertrophie. Certains chirurgiens utilisent une récession graduelle qui permet de quantifier le recul de l'oblique inférieur, de quantifier ce que l'on a fait et de garder du muscle à la sclère au cas où l'on devrait y revenir. Cette figure et le tableau qui l'accompagne montrent comment nous pouvons quantifier la récession du muscle oblique inférieur que nous effectuons en nous basant sur des mesures à partir du muscle droit inférieur. D'autres chirurgiens procèdent à une myectomie, c'est-à-dire qu'ils désinsèrent et coupent le muscle oblique inférieur, ce qui est également utilisé de manière fiable par de nombreux chirurgiens. L'inconvénient de cette procédure est qu'il n'est pas vraiment possible d'y revenir si l'on doit y remédier. Une transposition antérieure du muscle oblique inférieur peut également être réalisée pour des déviations plus importantes. Au lieu de reculer l'oblique inférieur le long de son trajet, qui est mesuré à partir du droit inférieur,
L'oblique inférieur est suturé plus en avant, plus près ou même devant l'insertion du droit inférieur. Cette méthode est utile pour les déviations plus importantes, c'est une chirurgie plus puissante, mais il y a un risque plus élevé de syndrome d'anti-élévation. Un autre type de transposition de l'oblique inférieur qui gagne en popularité est la transposition nasale, qui transforme l'oblique inférieur en un intorteur et un anti-élévateur. Elle corrige de grandes quantités d'extorsion et de déviation verticale, en particulier dans le regard vers le haut. Le problème de cette procédure est le syndrome d'anti-élévation. Je voudrais également mentionner les décalages du muscle droit. Il est possible de transposer les muscles horizontaux ou verticaux afin de tenir compte de la torsion. Par exemple, si vous transposez le muscle droit inférieur en nasal sur une largeur de tendon complète, cela peut corriger 7 degrés d'extorsion, en particulier l'extorsion et l'inclinaison vers le bas. Si l'on transpose le droit supérieur en temporal, la correction est encore plus importante. La transposition horizontale du muscle droit peut également être réalisée de la même manière, mais selon moi, elle est moins efficace que la transposition verticale. Il est important de se rappeler que la transposition du muscle droit pour une torsion va souvent à l'encontre d'un schéma coexistant. Ainsi, par exemple, une transposition nasale du droit inférieur pour une excyclotorsion, dans le cas d'une paralysie de l'oblique supérieur bilatérale, aggravera le schéma en V, que ces patients présentent fréquemment. En conclusion, la torsion peut être anatomique ou subjective. Les torsions subjectives peuvent être traitées par la chirurgie. Les interventions chirurgicales dont nous avons parlé sont les plicatures ou plissements de l'oblique supérieur et les interventions similaires qui traitent la déviation verticale et torsionnelle, puis les interventions de Hirata-Ito et autres qui n'affectent que la déviation de torsion. Enfin, il y a les procédures d'affaiblissement de l'oblique inférieur qui tendent à traiter l'excyclotorsion. Sur ce, j'aimerais remercier One World One Vision d'avoir organisé ce séminaire et de m'avoir invité à parler de la torsion. Je vous remercie de tout cœur. Merci, Dr Pinellis, c'était merveilleux. J'ai juste une question. Lorsque vous avez parlé des différentes techniques d'affaiblissement de l'oblique supérieur, avez-vous une expérience ou des idées sur le rôle et la hiérarchie du pouvoir de la procédure d'allongement du tendon fendu de l'oblique supérieur? Est-elle comparable à un spacer, plus puissante, moins puissante, pour et contre des idées? Je n'ai pas beaucoup d'expérience, alors j'aimerais connaître votre avis, mais je dirais qu'en me basant sur des anecdotes, je dirais que c'est souvent moins puissant qu'un spacer, mais qu'il permet d'obtenir plus d'effets qu'avec une simple ténectomie antérieure. Je n'ai pas utilisé cette procédure. Certains de mes collègues à notre clinique l'utilisent un peu en raison de l'absence de cicatrices que l'on craint avec les spacers de l'oblique supérieur. Mais chez les patients que j'ai vus, les résultats n'ont pas été aussi permanents. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez d'espacement fait. Et vous, Dr Kushner? C'est la technique que je préfère si je veux un affaiblissement majeur de l'oblique supérieur. J'ai trouvé qu'elle avait une puissance comparable à celle du spacer. Et les avantages, c'est surtout que je ne mets pas de corps étrangers dans cette zone. Vous y placez des sutures, mais elles sont plus éloignées de la trochlée que la suture la plus temporale d'un spaceur, qui se trouve juste à côté du droit supérieur et donc contre la sclère. Ce n'est donc qu'un préjugé de ma part. Encore une fois, j'aimerais vous remercier pour ce merveilleux exposé et pour le vôtre. Je vous remercie tous d'avoir été à l'écoute. Et si vous avez trouvé cela utile, j'espère que vous écouterez les autres conférences de cette série. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, selon l'endroit du monde d'où vous écoutez. En vous apportant ce cours vidéo, je vous adresse de nombreux remerciements. Nous vous remercions d'avoir visionné le cours vidéo sur le strabisme. Nous espérons que vous l'avez trouvé stimulant et instructif, et que vous partagerez ces connaissances avec d'autres. À One World One Vision, nous remercions chaleureusement les conférenciers qui ont partagé leurs années d'études pour rendre ce cours vidéo utile. Et bien sûr, à Bert Kushner pour avoir assumé la charge, heureuse nous l'espérons, du développement et de la modération. Nous remercions également le conseil d'administration pour ses conseils constants. Nous remercions nos donateurs pour leur soutien financier
qui a rendu possible ce cours vidéo. Un énorme merci à l'équipe vidéo de Sweet Sadie pour les efforts extraordinaires qu'elle a déployés pour réaliser ce cours, tant sur le plan visuel qu'auditif, extraordinaire. Et pour leurs conseils techniques aux conférenciers. Merci à Rachel, Tim, Eddie et Bill. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons, rendez-vous sur notre site web www.oneworldonvision.org. Enfin, si vous avez des commentaires, des pensées ou des idées, vous pouvez m'envoyer un courriel à owov2020@gmail.com. Au revoir.